Bon, allez, ok, let's go. Crève et fais pas chier. Ce sont les mots d'un actionnaire de Total Energy âgé d'une soixantaine d'années. Ça s'est passé le 25 mai 2022 et il a dit ça à une jeune militante pour le climat qui bloquait l'AG du groupe pour dénoncer ses activités climaticides. Et donc, est-ce qu'il nous manque le contexte ? Bah, apparemment non, c'est-à-dire que les témoins sont catégoriques. Il y a eu insulte totalement gratuite et c'est comme ça que s'ouvre le livre de Salomé Saké, Be Young and Shut the Fuck Up. Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, de Salomé Saké, 28 ans, journaliste française. Georges nous disait qu'il était fan absolu et que tu avais failli acheter le livre, c'est ça, pour avoir la dédicace. Ouais, Il nous a confié. non, j'aime bien parce que c'est l'une des figures de proue d'un média en ligne d'extrême gauche qui s'appelle Blast. Donc qui est un média qui ne se veut pas qui se veut partisan. J'aime bien ses analyses, j'aime bien ses interventions sur le plateau. Enfin, je trouve que elle fait du journalisme de qualité. Enfin, je trouve qu'on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est toujours sourcé. Elle fait pas nécessairement dans la polémique et dans l'invective. Donc c'est intéressant. Ouais, et toi tu connais. Et oui, j'ai failli acheter son livre uniquement pour avoir une interaction avec elle. mais Ça après, je me suis dit que fallait que je préserve ma dignité et la sienne. et donc je ne l'ai pas fait. C'est mieux pour tout le monde. Et donc, ouais, toi, tu connaissais pas Clem. Mais si, je pense que si. Non, quand tu vois sa tête, ça te dit rien ? Si, j'avais vu. Non, mais en fait, je pense que j'ai vu surtout le bouquin, quoi, les pubs pour le bouquin, et que ça m'avait marqué Ok. un peu Bon, il y a plein de. le thème, quoi. Enfin, je veux dire, le titre est un peu provocateur exprès, et du coup, ça m'avait. Mais je connais pas plus que ça la personne, quoi. Puis il y a plein de vidéos virales aussi avec lesquelles on en reparlera. Est-ce que il y a une réaction face à ce vieux monsieur dont le seul crime était finalement de vouloir mettre un peu de beurre dans les épinards et qu'on vient lui casser les couilles en lui expliquant qu'il y a sans doute un angle subtil sous lequel il pourrait éventuellement être considéré comme non optimal son comportement. Est-ce que ça vous Son fait comportement réagir lequel, du coup du vieux monsieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Non mais bon Non mais moi ce qui me frappe, non mais en fait, moi je l'ai vu cette vidéo aussi, c'est marrant. Oui, effectivement que c'est des gens qui interviennent à l'Assemblée générale de Total, c'est ça, qui viennent pour la bloquer, pour se plaindre des différentes actions de Total, blablabla. Et après, genre pour moi effectivement, ça peut être discutable de genre est-ce qu'il faut faire ce genre d'action ou pas. Enfin, moi globalement je suis pour vu l'urgence climatique, mais bref, ça peut se discuter. Mais par contre, ce qui frappe, c'est le décalage entre la réaction du mec qui est super agressive, super virulente, enfin, qui est absolument pas empreinte de sagesse, tu vois, alors qu'il est très vieux, tu vois. Oui, c'est vrai. En gros, c'est vraiment la caricature du vieux con, quoi. Ouais. Et t'es là, genre, c'est le vieux riche con. Et voilà, après, on peut rentrer dans le détail de est-ce que l'action est pertinente ou pas. Mais juste, genre, quand tu vois un vieux comme ça beugler sur une jeune activiste non violente, bah ça lui rend pas justice, quoi, globalement, tu vois. Ouais, et plus généralement du coup ça lui fait pas honneur, pardon, plus que ça lui rend pas justice. Ça lui fait pas honneur, mais plus généralement sur le thème sur ce thème là, les relations entre les vieux et les jeunes, parce qu'en fait c'est ça le livre. Bon, déjà quand Salomé elle en parle, elle dit que c'est intéressant et qu'elle avait envie d'écrire le livre parce que finalement personne l'a vraiment écrit, ce livre là. Mais je voulais aussi avoir vos réactions par rapport à ça. Est-ce que le thème est intéressant ? Est-ce que le thème est je sais pas comment on dit, au goût du jour Ouais. Ouais. Vas-y, Jean. Ouais, moi je trouve le thème intéressant parce que en fait, je trouve le thème intéressant parce qu'effectivement, il est pas traité, tu vois. Enfin, il y a un présupposé qui est de dire que je trouve que les décalages l'analyse des décalages entre les générations, c'est intéressant. De dire genre telle génération elle a bénéficié de tel contexte et de telle situation, telle génération elle a bénéficié de telle autre, tu vois. Donc en fait, je pense que les différentes générations d'individus ne sont pas égales ou n'ont pas les mêmes conditions de vie ou les mêmes opportunités. Et je trouve que ça c'est un bouquin qui va détailler un peu ça. Ouais. Mais je trouve le fait de reconnaître qu'en fait différents individus à différentes époques
ils ont pas les mêmes opportunités et les mêmes conditions de vie. C'est déjà intéressant. En fait, le fait de pointer que il y a des inégalités entre les générations, c'est intéressant, tu vois. Genre la génération qui a vécu première ou deuxième guerre mondiale, bah ils ont pas eu la même chance que nous on a eu, etc. La génération du baby boom, ils ont pas les mêmes conditions de vie que nous on va avoir, etc., etc. Donc il y a des différences entre les générations qu'on peut factualiser par différentes statistiques, et je pense que c'est un exercice qu'elle va faire. Et du coup c'est intéressant de les pointer et de voir comment on va les corriger. Et aussi, il y a un deuxième facteur d'inégalité qui est effectivement l'écologie, quoi, le réchauffement climatique. Oui. Qui est de dire, bah ça, c'est un truc qui va arriver à un certain moment, Ouais. Et les générations futures vont le subir, et pas les générations passées. Tu vois. Ouais, exactement. Ça va y avoir une grosse dissymétrie. Donc, c'est ça. Donc en fait, il y a dissymétrie, et du coup, il y a une notion de, enfin souvent de pointer des générations, c'est perçu négativement en mode oui, mais chaque génération a eu son lot de difficultés. C'est vrai, mais juste je trouve ça intéressant de voir les différences. Et d'une part, et d'autre part, par ailleurs, il y a des réelles inégalités qu'on peut factualiser. Et je pense que c'est intéressant de parler. Tu vois. Ouais. Et c'est intéressant justement. Elle raconte ce qui avait tendance à se passer quand elle évoquait l'idée de faire un livre sur ce thème. Et on lui répondait, donc là j'avais une voix de vieux, je vais pas le faire. Comment vous voulez parler d'une époque que vous n'avez pas vécue? Vous revendiquez le droit d'être écouté alors que votre génération ne connaît rien à rien. Vous voulez donner votre avis, mais vous avez moins d'expérience. Et donc en fait, à force d'être confronté à ce genre de remarques, bah voilà, l'idée de faire ce livre lui a semblé nécessaire. Et justement, on parlait de pourquoi son visage nous est familier. Mais en fait, il y a une vidéo qui est, je pense, c'est une des vidéos les plus virales de Salomé Saké. Et la vidéo représente bien ce sentiment. Je pense que vous l'avez même peut-être déjà vu. Moi, je l'ai trouvé en tapant Salomé Saké Boomer dans YouTube. Mais je pense qu'elle a été uploadée plein de fois. Mais voilà, je vous donne le cheat code pour la voir. Et donc, le titre, c'est Réaction des boomers face à l'effondrement. Et tu vois Salomé Saké, donc c'est sur le plateau de Arte, en train d'essayer d'expliquer ce qui va se passer avec le climat. Donc elle dit, ça va être gravissime, faut pas minimiser, voilà. Et tu as des petits sourires en coin qui commencent à se dessiner chez tous les vieux autour d'elle, l'air de dire ah, la jeunesse. Voilà. Puis vient un moment où elle est un peu obligée d'adresser les petits sourires en coin en disant en fait, je suis quand même la principale intéressée, vu que vous ne serez plus là, donc voilà, c'est bien gentil de vous marrer, mais je paraphrase évidemment. Et là, ils sont morts de rire. Merci pour nous, hein, on a bien fait de venir. Hein. Ils ricanent bêtement pendant qu'elle continue à expliquer le truc grave sans se démonter. Et donc c'est devenu ultra viral. Et en fait, je pense, ça fait aussi énormément penser à des scènes du film Don't Look Up. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film Don't Look Up, tu as genre exactement la même scène à un moment, à peu de choses près. Peut-être exactement, j'exagère, mais vraiment, ça fait très très penser à ça. Et voilà, ça a contribué à la viralité de la scène, et ça n'a sans doute pas contribué à la promotion des gens qui ricanaient. Et donc c'est vrai que c'est de conclusion, t'es jeune, donc quand tu parles, c'est marrant. Voilà. Donc je sais pas si vous êtes surpris par ce genre de réaction. C'est marrant, ou c'est naïf, ou c'est pas. Bah là c'était très drôle. Ou c'est, ouais, apparemment c'était drôle, ou c'est exagéré, donc moins pas. Oui, c'est ça. Il se moque, quoi. Plus qu'il trouve ça drôle, c'est qu'il se fout de sa gueule. Donc. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Tu l'avais vu ça, Georges, non? Enfin, ouais, je crois que je l'ai vu, mais ça, je trouve que c'est un exemple caricatural. En gros, t'as des vieux cons avec une jeune intelligente, quoi, globalement, tu vois. Genre, et du coup, je veux pas trop tirer de conclusion de ça parce qu'il y a des vieux intelligents, tu vois. Là, il se trouve que c'est des vieux cons, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire. Ouais, bon, j'allais dire, est-ce que c'est des cons ou est-ce que c'est des gens qui sont dans le déni? Mais du coup, peut-être c'est la même chose. Oui, exactement. Mais tu vois, je sais pas s'ils sont. En fait, mon point, c'est de dire, je sais pas s'ils sont représentatifs de leur classe d'âge, tu vois. Mais pour moi, le truc plus intéressant sur cette histoire de comparer les générations et les classes d'âge, c'est qu'en fait,
quand t'es dans un monde infini, en fait, c'est moins intéressant, c'est moins pertinent de faire ça, tu vois. Parce que, genre, en gros, genre, si t'as des ressources illimitées, en fait, tu t'en fous qu'il y ait un certain nombre de générations qui ont, Attends, on va faire pause. Je crois que c'est de chez moi, non? Ça chie, non? C'est juste que on a perdu ta vidéo, en fait. Ouais, attends, je vais... Attends. Oui, je voulais que tu vois si t'arrivais à résoudre quelque chose, mais en fait, si c'est chez lui, laisse tomber. Non, mais ouais, je crois que c'est chez moi, je sais pas ce que ça a branlé. Ouais, désolé. Là, je reprendrai le truc, l'espèce de tirade. C'est mieux là? Voilà, oui, c'est juste revenu. Ok. Ouais, désolé. Attends, vas-y, non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, là, ça remarche, c'est bon? Ouais, ça remarche. Ok, et donc, ouais, petit problème technique. Ouais. Donc tu disais par rapport aux réactions des gens autour du plateau. Ouais, en fait, je dis juste que, genre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est je trouve que quand t'évolues dans un monde infini, en fait, comme la perception qu'on avait il y a quelques années, tu vois. En fait, il devient moins. C'est pas très pertinent de faire des comparaisons entre les générations, parce qu'en fait, tu t'en fous de qui a consommé telle ressource ou telle ressource, parce qu'en fait, elle est infinie, tu vois. Ouais. Ça a pas nécessairement des conséquences durables sur ton écosystème, tu vois. Mais je trouve que depuis qu'il y a une forme de consensus sur le fait que le monde il est fini, que les ressources sont pas illimitées et que il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences irréversibles sur notre écosystème. Bah là, il y a la notion de accountability qui intervient, quoi. Il y a une notion de qui est responsable, en fait. Et du coup, je trouve ça induit une forme de responsabilité intergénérationnelle qui n'existait pas avant qu'on soit conscient du problème climatique et du problème de finitude des ressources. Ah oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, j'avais pas pensé. C'est-à-dire que finalement, on se dit que ce livre, chaque génération aurait pu l'écrire et aurait eu des choses à dire. Exactement. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, ça prend une toute autre dimension parce que on pourrait se dire, bah, tu as une génération qui a sans doute tout pollué et tout dépensé, entre guillemets, et qui a profité des richesses associées à faire ça, et qui laisse un peu les miettes aux gens, aux nouvelles générations, et qui en plus ricane bêtement sur le plateau quand les gens de la dite nouvelle génération sont pas contents. Ouais, c'est hyper intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Exactement, tu vois, enfin il y a un côté un peu tragicomique qui auparavant était pas si important. Enfin, en fait, si tu évolues dans un monde infini avec une croissance permanente, etc. En fait, tu peux dire oui, toutes les générations sont pas comparables, il y a quand même des conditions de vie différentes, mais t'as pas cette notion d'irréversibilité. Et t'as pas cette notion de finitude, tu vois. Donc en gros, il y a plus de qui a poutré, tu vois. Il y a plus de accountability indispensable. Alors que là, il y a une notion de un moment ça va finir, un moment on va atteindre des effets cliqués qui vont niquer notre écosystème et nos conditions de vie. Et du coup, genre il y a matière à pointer du doigt et à s'intéresser au comportement des uns et des autres, tu vois. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et oui, peut-être aussi, juste pour être un peu charitable, c'est-à-dire qu'on disait qu'ils sont cons autour du plateau, mais ça serait peut-être plus juste de dire qu'ils ont une réaction débile. Mais ouais, voilà. Bref, là, c'est anecdotique, en fait. En fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est devenu hyper viral. Donc, c'est-à-dire que ça a touché quelque chose chez les gens. Mais si on discute avec des statistiques, typiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il y a un sondage Ipsos, par exemple, qu'on salue, qui se demande combien de Français trouvent que les jeunes sont paresseux. Donc 53%. Combien de Français trouvent qu'ils sont égoïstes? 63%. Et combien de Français trouvent qu'ils sont intolérants? 53%. Ça a été fait quand, ça? Donc c'est pas rien. Alors là, tu me poses une colle. Je n'en sais rien. Bah, je trouve que c'est important. J'imagine récemment et pas en 1985, mais je ne sais pas. Ouais, Donc ça n'est pas rien. Elle cite aussi également, alors je me rends compte que on repasse dans l'anecdotique, mais c'est marrant. Elle cite les enfoirés. Donc tu sais, c'est les chanteurs des Restos du Cœur, pas les gens qui sont des enfoirés en général.
qui sortent leur chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, intitulée Toute la vie. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment, je vous recommande parce que c'est très, très drôle. Et en gros, tu as le groupe de jeunes qui chantent face au groupe de vieux. Le groupe de vieux qui est constitué des chanteurs qui ne sont pas tous vieux. C'est un peu chelou. Mais voilà, c'est le groupe de vieux. Et les vieux disent tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais il faudra vous bouger. Voilà, donc c'est très cringe. Et si vous regardez, les commentaires sont priceless. Globalement, les gens n'ont pas bien réagi à ce produit artistique. Voilà. Et je peux même lâcher un concours internet. Voilà, combien de temps vous allez réussir à tenir devant la vidéo? Mon record personnel est pas glorieux. Vous l'aviez pas vu ça? Si, je me rappelle quand c'est sorti. Si tu l'as vu. T'as été cringé un peu ou ça allait, toi? Moi, j'étais gênée, quoi. Un peu gênée, globalement, de l'espèce de mise en scène chelou et Enfin, c'était un peu décalé, quoi. Enfin... Ouais. Et ça, c'est typiquement le truc que t'auras pas vu, Georges. Non. je commence à sentir un petit peu à l'avance les trucs. C'est chacun des experts. Chacun son domaine. Et donc, si on se demande d'où ça vient, cette idée de trouver que les jeunes, c'est des tocards, bah en fait, on peut assez facilement remarquer qu'on idéalise tous notre enfance. Et cette idéalisation, elle amène forcément une partie des plus âgés à réprouver les plus jeunes qui ne seront évidemment jamais à la hauteur de leurs souvenirs. Alors, je pense qu'il y a 2 ou 3 pages où elle cite plein d'écrits des 2000 dernières années où globalement on voit les vieux se plaindre des jeunes. Et je peux en citer un, c'était Socrate disait « Les jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. » Voilà, donc elle dit une hostilité millénaire, même si Georges, quand même, tu as rappelé que l'époque a sans doute un côté particulier. En tout cas, c'est pas nouveau de trouver que les jeunes, c'est des tocards. C'est un truc globalement... voilà, ça se retrouve de tout temps. Voilà. Nous aussi. Oui, et puis je pense que... Enfin, tu peux quand même trouver des moyens... Tu peux trouver des comportements qui correspondent... En gros, tu peux considérer que chaque âge a des comportements types ou des comportements qui sont plus prégnants à différentes tranches d'âge. Et du coup, vu que t'as des comportements différents différenciés à différentes tranches d'âge, c'est normal que les gens, enfin, qu'il puisse y avoir des reproches entre les uns et les autres, quoi. Oui, mais elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle dit que même si tu avais strictement le même comportement, vu que les vieux ils idéalisent leur jeunesse, même ça, ils vont trouver que t'es un tocard quand même. Ouais. Donc ouais, il y a un peu 3 niveaux en fait. C'est ce que tu disais, Georges, c'est que déjà, même quand c'est pareil, les vieux, ils vont trouver que la jeunesse c'est des tocards alors que c'est les mêmes. Ensuite, sûrement qu'il y a des différences, souvent. Et ensuite, 3e point, c'est que, je vais le redire, mais notre époque est quand même assez particulière. Donc il y a limite 3 couches quoi, qu'il faut garder un petit peu en tête. Donc là, après cette longue introduction, puisque c'était une introduction, on peut essayer de comparer les conditions de vie de la jeunesse à celles des plus âgés quand ils étaient jeunes. Et c'est pas évident de faire ce genre de comparaison, mais au moins, moi, ce que je me dis, c'est que ça a l'utilité de faire réfléchir ceux qui penseraient que la jeunesse a une vie plus facile que les plus âgés quand ils étaient jeunes. Là, je parle de nos générations. Voilà. S'il y a des gens qui pensaient que nous, on se la coule douce, ou que la génération Z, encore pire, se la coule douce, à la rigueur, ça va permettre de les faire réfléchir à la question. Donc, cette première partie s'appelle « Sois jeune et fais-toi ». Petit jeu de mots. Et donc, si on essaie de comparer les 2 époques, celle que les vieux ont vécue et celle que les millennials, ou encore pire, les générations Z, les Gen Z, sont en train de vivre, Salomé nous dit il y a quelques faits indiscutables. La jeunesse aujourd'hui est contrainte de composer avec un chômage structurel. Donc c'était 6% des 19-29 ans qui sont au chômage en 1975 et c'est 19% en 2016. C'est pas rien quand même. Voilà, on parle d'inégalité sociale croissante. Je vous pointe vers les épisodes avec Gabriel Zuckman. Un État de moins en moins provident et protecteur, une précarité de l'emploi accrue. On avait 17% d'emplois précaires en 1980, 60% en 2016.
notamment CDD et intérim. Voilà. Donc, ça permet un petit peu de comparer. Elle va concéder quand même que dans les années 70, il y a eu les chocs pétroliers. Il y a eu la fin du système Bretton Woods, là, le truc qui faisait que, il me semble que c'était l'argent que tu avais le droit d'imprimer devait être proportionnel à la quantité d'or que tu avais en réserve, un truc comme ça, Georges. Tu te souviens de ça? Oui, je crois que c'est ça, en gros. En gros, tu peux pas imprimer de... Tu avais une convertibilité de l'or en dollars, je crois. Ouais. Mais l'idée est pas débile, c'est-à-dire que tu peux pas imprimer, je sais pas si c'est l'or qu'il faut prendre, mais tu peux pas imprimer de l'argent à l'infini de façon disproportionnée par rapport aux ressources que tu as sur la planète. Si je le dis avec mes mots. Ouais, c'est pas con. Alors, j'ai tendance à penser que la fin du système Bretton Woods, c'est plutôt les nouvelles générations qui vont en pâtir. Mais en tout cas, elle le cite. Elle dit que malgré ça, on peut espérer un emploi en CDI jeune à temps plein. Les classes moyennes inférieures accèdent à la propriété. Il y a un rapport de force favorable pour les salariés. C'est-à-dire que les baby-boomers, ils arrivent sur un marché du travail où le chômage est quasi inexistant. Donc c'était 1,6% de chômage contre 7,5% aujourd'hui. Donc là, je vous donne des chiffres pour toute la population. Avant, je donnais juste pour les jeunes. D'accord ? Donc 1,6 contre 7,5, c'est toute la population. Et aujourd'hui, les jeunes subissent la logique du il y a plus de chômage, donc plus de personnes en compétition, donc beaucoup de jeunes en concurrence avec des personnes plus expérimentées. Et évidemment, de toute façon, plus tu as de chômage, plus les entreprises sont en position de force et du coup peuvent négocier les salaires à la baisse. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on en pense de cette petite tirade qui compare un petit peu les deux époques. Voilà. Ça permet de se faire recadrer un peu les idées. Moi, je reste sur ma fin, je trouve, en termes, parce que je trouve qu'on a évoqué que la dimension emploi. En gros, il y a plus de chômage aujourd'hui qu'à l'époque de nos parents, de chômage dans sa globalité et de chômage des jeunes, ce qui effectivement est une forme d'inégalité et accroît la pression et la précarité des jeunes, ça c'est vrai. Mais tu vois, du coup, j'ai l'impression qu'elle a adressé que cette dimension-là. Genre, je sais pas, il pourrait y avoir la dimension immobilière, effectivement. Je pense que l'accès à la propriété, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'avant. Ça, on va en parler, celui-là, on va en parler. Ok. Et peut-être que aussi, il y a, je sais pas trop quelles autres dimensions tu pourrais avoir, tu vois. Mais je trouve que, comparer les générations uniquement tu pourrais peut-être aussi sur la dimension santé, genre l'espérance de vie, l'accès aux soins, l'espérance d'en vie en bonne santé. Je trouve que si tu prends juste la dimension d'emploi, t'as pas l'ensemble de la... J'avoue que j'ai la même remarque que Georges. J'allais te demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères sur lesquels on peut comparer les générations ? Et parce que là, du coup, ça fait un peu à charge, quoi. Elle a choisi le domaine, où il y en a peut-être d'autres, mais le domaine où on sait que on se fait un peu plus niquer actuellement. Donc, je sais pas, parce que déjà, est-ce qu'on sait je sais pas, est-ce que ça fait consensus ou est-ce que c'est pas bien de le rappeler ? Mais j'ai l'impression que quand j'entends les critiques des plus âgés, c'est aussi un peu peut-être à ça qu'ils pensent, quoi. Ils disent en fait vous la coulez un peu douce, c'est plus facile aujourd'hui. Je sais pas si c'est évident pour tout le monde ça, la liste que je viens de donner. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les médias, lit les journaux et tout, mais j'ai entendu ce discours-là plusieurs fois, quoi. En tout cas, ça a le mérite, pour ceux qui doutaient, de peut-être recadrer un peu les idées. Ça aura ce mérite-là. Mais bon, vu qu'on est tous d'accord, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, en effet, on peut parler de l'héritage. Donc, quid de l'héritage ? Ça, c'est assez impressionnant. Pour le coup, elle nous dit, en 1986, le patrimoine médian des trentenaires, il était 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, ok. Alors qu'en 2015, il est 3 fois plus faible. Voilà, donc c'est vrai que c'est abyssal, quoi. Attends, tu peux traduire, ça veut dire qu'aujourd'hui, un trentenaire, les trentenaires, en moyenne, ils ont beaucoup moins de trucs, de propriétés que les vieux, que les plus âgés. Ouais, c'est-à-dire qu'en 86, ton patrimoine, c'est médian ici, quand tu étais trentenaire, il était plus élevé que les vieux. Ok. Donc de 45%. Okay. Là, il est 3 fois plus faible. Il est plus faible, ok. Donc ça, c'est quand même
Enfin, si on voulait des chiffres qui parlent, là, c'est quand même impressionnant. Donc, en gros, elle dit que pour réussir à sortir ton épingle du jeu en tant que jeune, mieux vaut compter sur la génération précédente, à savoir tes parents. Et voilà, et gare à toi si tu n'as pas de parents en capacité de t'aider. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas, honnêtement, moi, je le savais vite fait. Même, je me demande si je le savais pas. Mais là, mettre des chiffres derrière les croyances, c'est quand même... c'est quand même parlant, quoi. Enfin, peut-être c'est pas pertinent ce que je vais dire, mais j'ai tendance à me dire que le truc plus surprenant, c'est que en 86, les trentenaires avaient beaucoup plus de patrimoine que les plus âgés. Ouais. J'aurais tendance à me dire que c'était ça qui était sûrement une période particulière et que là, on est revenu à un truc normal où c'est en vieillissant que t'acquiers des choses. Non, je sais pas. Ah, ouais. Que c'est normal qu'à 30 ans, t'aies beaucoup moins que quand t'auras 70 ans. Et que, je pense que t'as deux niveaux de lecture, en effet. C'est-à-dire que le niveau de lecture, en gros, tu peux dire la guerre a fait table rase, quelque part. La Seconde Guerre mondiale aurait fait table rase, et du coup, les gens sont repartis à zéro. Et donc, pourquoi pas, les trentenaires avaient plus d'argent que les vieux, et là, on est sur un mode normal. Tu pourrais aussi avoir la lecture de quand même, de 45 à 70, tu commences à dépenser tout le pétrole avec 5% de croissance par an. Enfin, je sais pas, c'est ça l'ordre de grandeur, je pense, Georges, au niveau de la croissance. J'ai pas l'info. Mais oui, j'imagine. C'est l'ordre de grandeur, hein, de 45 à 70. Et tu pourrais aussi avoir la lecture que, en gros, bah ouais, t'as dépensé toutes les hydrocarbures, tu t'es enrichi en masse. Et là, ça se tasse un petit peu parce que des ressources, il n'y en a plus trop, des hydrocarbures, il n'y en a plus trop, ça commence à être un petit peu pollué. Oui, non, mais voilà. Oui, t'as raison. Pour aussi avoir cette lecture-là. Mais voilà. Ouais. Oui, moi je suis comme Clem, enfin, ça me choque pas que les personnes âgées aient plus de patrimoine que les plus jeunes. Parce qu'effectivement, tu as cette notion d'accumulation tout au long de l'existence. Mais par contre, une fois qu'on a ces chiffres-là, tu sais, tu as un autre chiffre qui est aussi de dire quel est le pourcentage du patrimoine qui est hérité versus qui est acquis durant son existence. Ouais. Et enfin, pour moi, ces deux chiffres-là, ça informe le fait que il faut peut-être modifier les lois sur les dons et sur l'héritage pour donner une égalité d'opportunité. Plus que de dire que c'est scandaleux que les vieux ils aient plus que les jeunes, parce que effectivement, pour moi, t'accumules tout au long de ta vie. Par contre, ce qui est problématique au niveau social, pour moi, c'est si effectivement cet avantage il se transmet de génération en génération, bah là c'est problématique, quoi. Mais pour moi c'est même pas le propos, parce que en fait oui, ok, on pourrait discuter de ce que tu viens de dire, mais c'est même pas le propos. Le propos ici, ça reste de critiquer la notion que les nouvelles générations se la coulent douce. En gros, pour moi, ça reste ça. Et donc c'est vrai que quand tu dis quand même, quand tu cites les chiffres qu'on a cités, ça recadre tout de suite le truc où tu te dis ok, peut-être que c'est normal que les plus âgés aient plus de patrimoine. En tout cas, la génération des baby-boomers, pour le coup... non, mais du coup, moi, je pense que ça... Là, ces chiffres-là, je vais rejoindre ce que tu dis, mais d'une autre façon, et c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure, c'est que ces chiffres-là, ça montre que la génération d'avant, là, qui avait 30 ans dans les années 80... en effet, ils ont bénéficié. Enfin, ils ont bénéficié du fait qu'ils ont dépensé plein de thunes et qu'ils se sont vachement enrichis. Et du coup, à 30 ans, ils étaient hyper riches. Et en fait, du coup, ces chiffres-là leur mettent devant les yeux qu'ils ont fait de la merde. Enfin, en gros, et que c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup plus enrichis. Enfin, ils avaient plus de patrimoine que leur génération d'avant, quoi. Je sais pas, c'est pas clair ce que j'ai dit. Non, c'est clair, mais le truc, c'est qu'encore une fois, non, mais du coup, ça montre que là, maintenant, il y a une différence, qu'on est revenu à un truc qui est peut-être plus, qui est peut-être plus naturel que les générations plus âgées ont plus de patrimoine. Et du coup, voilà, je dirais que ça met plus devant les yeux aux vieux que ils étaient dans une situation particulière parce que ils ont fait ça appuie plutôt l'argument écologique, dépenses de ressources et tout, oui, non, mais infini, comme si elles étaient infinies alors qu'elles n'étaient pas. Voilà, maintenant je vais quand même pondérer le truc avec
tu sais, il y a toujours l'argument de Peter Thiel qui dit il y a eu un arrêt de la physique vers 1970-1980, et en gros, à cette date-là, il dit qu'on n'a plus rien inventé d'intéressant. Et donc moi, je me mets à leur place, à la place des vieux en 45. Enfin, il y a une croissance de folie, on invente tout un tas de trucs de fou. Je sais pas si c'est facile de se dire en 45 que est-ce que c'est évident que je sais pas, qu'on va pas inventer un nouveau truc, qu'on va pas inventer, je sais pas, la fusion, ou qu'on va pas inventer des navettes qui vont aller coloniser l'univers rapidement. Enfin, je trouve que c'était difficile de prévoir. Je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, mais je trouve que c'est difficile de prévoir quand même, quand tu commences à avoir cette croissance à 5%, que je suis on va pas inventer un truc encore, parce qu'en fait, on est en train d'inventer plein de trucs. T'as une espèce de révolution. Je trouve que c'est pas forcément évident. Donc, bref, c'était plus pour adresser le fait que c'est pas forcément jeter la pierre ici. C'est plus dire, vous voyez, vous avez dépensé beaucoup, vous avez rien inventé de nouveau pour compenser. Voilà, c'est peut-être pas très sympa derrière de dire que les jeunes se la coulent douce, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça. Et donc, une fois qu'on a dit ça, vous allez dire ok, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un livre où il y a beaucoup de témoignages. Ça, je sais pas si. Non, je l'avais pas dit. En gros, Salomé Saké, elle a recueilli plein de témoignages. Elle a demandé aux jeunes de lui écrire et de lui dire ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai qu'il y avait une chose qui m'avait échappé, c'est la différence de stress entre les enfants de familles aisées et ceux issus de classes populaires. Et donc, je peux donner des exemples. C'est-à-dire que quand tu as des parents qui ont les moyens, évidemment, tu peux faire tes études tranquilles sans avoir à prendre un travail à côté. Avec les témoignages, tu comprends assez vite qu'avoir du temps libre, ça permet de s'investir dans les associations, se cultiver, remplir son carnet d'adresses. Et donc ça, c'est un côté, c'est évident, j'ai envie de dire. Mais moi, il y avait un côté qui m'avait échappé. Et le côté qui m'avait échappé, c'est que en fait, quand tu as des parents pour te soutenir derrière, tu peux prendre des risques. Et tes parents sont là en filet de sécurité. Et donc, typiquement, tu peux lancer ton entreprise. Et si ça ne marche pas, tu reviens chez tes parents. Tu peux aussi tenter un peu un métier de niche, ou alors un concours où tu n'as pas beaucoup de place. Et si ça ne marche pas, tu reviens chez tes parents. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je n'avais pas ça en tête de manière bien structurée. Enfin, celui-là, je n'avais pas forcément pensé. Donc, j'avais envie de le dire. Les avantages d'avoir des parents un peu aisés. Ouais, je suis d'accord. Elle va donner un exemple parlant qui est typiquement l'inscription en école de commerce. C'est entre 10 000 et 30 000 euros aujourd'hui. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des écoles de commerce et de gestion sont privées aujourd'hui. Et elle dit ça exclut un peu mécaniquement des professions lucratives les gens qui sont les plus précaires. Ça paraît que je n'avais pas forcément pensé. Elle dit on a 12% de boursiers sociaux dans ces écoles, comparé à 37% pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. C'est quand même intéressant. Quand même intéressant comme chiffre. Et voilà. Oui, et puis enfin, c'est. Oui, bref. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la description de en quoi être riche, ça améliore ton confort de vie, tu vois. Enfin, on peut faire ça à l'infini, quoi. Genre, oui, t'as un appart plus grand, du coup, qui est plus calme parce que tu peux te séparer de tes frères et sœurs, donc tu peux mieux te concentrer. T'as pas besoin de bosser pour financer tes études, du coup, t'es moins fatigué. T'as moins accès à des profs particuliers et tes parents te poussent moins. Du coup, t'es moins entraîné. T'as moins accès à la culture parce que t'as pas nécessairement l'abonnement Netflix ou l'abonnement je ne sais quoi. Enfin, Netflix, c'est pas nécessairement de la culture, mais l'abonnement à je ne sais quoi. Du coup, au théâtre, t'as moins accès. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 000 dimensions sur lesquelles oui, c'est bien de le rappeler. Être issu d'un milieu aisé, ça te donne moins de stress et ça t'aide, quoi. Oui, c'est bien de le rappeler. Et ouais, bon, je peux le citer parce que c'était rigolo, mais il y a l'épisode aussi où Amélie Oudéa Castéra, qui était ancienne ministre de l'Éducation, avait assumé scolariser ses enfants dans le privé. Et donc Salomé Saké dit, en fait, l'enseignement public est dans un tel état d'abandon que même ceux censés le promouvoir refusent de lui confier leurs enfants. Et donc, en gros, ça veut dire que quelque part, ils sont parfaitement conscients du niveau de reproduction sociale à l'œuvre
dans le système d'enseignement français. Donc voilà, tout ça, c'est pour apporter des pierres à l'édifice de ce que tu disais, Georges, qu'en effet, quand tes parents sont aisés, c'est quand même beaucoup plus facile la vie. Et il y en a un qui est particulièrement... ça fait un peu une... Et puis tu sais, il y a plein de statistiques aussi sur les entrepreneurs, les levées de fonds, les créateurs d'entreprises, de quel milieu d'origine ils sont. Et quand tu regardes, là, par exemple, si tu prends le microcosme des startups, bah, c'est que du bourgeois, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, ce que tu disais, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout tilté que être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et les risques, tu vas pas les prendre quoi, si tu n'as pas de filet de sécurité. Enfin, tu vas faire un boulot où, en gros, tu es sûr de... voilà. Et il y en a un qui est très malaisant, parce qu'en effet, Georges, tu disais, ok, finalement, avoir des parents aisés, c'est bien sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Il y en a un où c'est particulièrement le malaise, c'est il y a eu un essor dans les dernières années des plateformes de sugar daddy ou de sugar mama. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Non. Pas de ouf, non. Sérieusement ? On ne pratique pas. Je sais ce que c'est un sugar daddy, un sugar mama, mais je savais pas qu'il y avait des plateformes. Je savais pas qu'il y avait des plateformes. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc en gros, c'est des sites qui font la promotion, c'est-à-dire ils font la promotion de mettre en relation des jeunes qui n'ont pas d'argent avec des personnes plus âgées qui ont de l'argent. Et le site dit, et vous faites ce que vous avez à faire et vous vous arrangez en adulte consentant. Voilà. Évidemment, il y a quand même un côté un peu sordide. Tu sais, si tu dis, ok, tu as des gens issus d'une génération qui a profité de beaucoup de croissance, qui a beaucoup pollué, qui a beaucoup dépensé les ressources. Il y a beaucoup de sugar mama ou pas? Je pense pas. Ouais, c'est quoi l'âge limite pour postuler? Tu m'as volé ma blague. Ah, pardon. Je voulais dire que j'étais allé regarder. Les sugar mama. C'est ça, ouais. Voilà, donc non, mais c'est un petit peu sordide, voilà. C'est que voilà, les vieux veuillent renvoyer l'ascenseur en échange d'un peu de chaleur humaine, voilà, qu'on s'occupe un petit peu d'eux. Et par eux, je parle de leur pénis. Voilà, c'est un petit peu malaisant. Et d'ailleurs, il y a le site richmeetbeautiful.fr qui faisait circuler un panneau publicitaire devant les universités. Alors, je suis allé voir sur Internet, les panneaux publicitaires, c'est un camion, tu sais, avec le grand panneau derrière. C'est un peu malaisant. Sûrement à l'ancienne. Voilà. Bon, il y a eu, c'était en Belgique, il y a eu 6 mois de prison qui ont été requis contre le gérant du site, qui se défend en disant il n'y a pas de saut métier. Il parle du sien. Ah non. Non, mais il n'a pas dit ça. Juste, il dit qu'il n'a pas touché. C'était pas lui. Voilà. Le site a l'air fermé, hein. Justement, je suis allé voir parce que j'étais intéressé. Non, mais voilà. Donc, celui-là, il est particulièrement sordide quand même. Ouais, oui. Après, c'est... Ouais, bref. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est exposé de manière plus ou moins frontale, tu vois. Mais aujourd'hui, t'as aussi plein d'applications de rencontres où c'est un mode genre élite rencontre ou je sais pas quoi. Et genre, c'est genre en gros, globalement, rencontre quelqu'un de riche, quoi. Ouais. C'est juste que c'est peut-être moins présenté sous le format Sugar Daddy ou Sugar Mommy, tu vois. Oui, bah là, le truc qui est gênant, c'est que c'est vraiment... Oui. Mettez-vous avec les vieux et dans un contexte un petit peu... ouais, c'est pas optimal. Ensuite, le panneau est vraiment génial. C'est dommage que je puisse pas le montrer. Surtout, ce qui m'énerve sur le panneau, c'est que c'est un espèce de BG, tu sais, qui est en train de faire un câlin à une meuf, mais tu sais, il a pas du tout 80 ans. Il a le même âge que la meuf, ça n'a pas de sens. Donc, on peut parler aussi un petit peu il y a un chapitre qui s'appelle Attentats et recul démocratique. Et c'est sur le sujet des attentats. Et ça, en fait... Je crois que je me rendais pas compte à quel point les jeunes en particulier sont choqués et stressés par les différents attentats. Ça, je suis passé complètement à côté. Et donc, c'est présent dans beaucoup de témoignages. Tu vois, il y en a une, par exemple, qui dit « J'ai peur à chaque fois que j'entends qu'il y a un bagage abandonné ». Et ça, je l'avais pas, pour le coup. J'étais totalement à l'ouest par rapport à ça. Et évidemment, elle dit « C'est décuplé par les chaînes d'infos en continu ». Elle dit qu'il y a un grand flou journalistique en matière de déontologie dans la manière de hiérarchiser et traiter les contenus. Typiquement sur les événements graves, tu as les détails sordides.
BFM TV avait été accusé d'avoir transmis des infos sur là où se cachaient les victimes lors de la prise de l'hypercachère en 2015. Ça, c'est quand même, un fait d'armes notable que j'ai oublié. On les embrasse. Ouais, mais tu vois ça, est-ce que ça touche plus particulièrement les jeunes versus les vieux, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que les chaînes d'information continues qui sont hyper anxiogènes et le fait que les informations sont focalisées sur les mauvaises nouvelles et un peu le glauque et le sordide, c'est juste que ça fait de l'audience, mais ça fait de l'audience partout, tu vois. Je suis d'accord avec toi et je pense que là où elle veut en venir pour essayer de faire honneur quand même à ce qu'elle voulait dire, c'est que justement elle va citer tout un tas de lois entre guillemets liberticides selon elle qui auraient été mises en place à la suite de ces attentats et voilà, on pourrait argumenter quelque part que du coup le monde se dégrade à cause de ces lois. Après on peut interroger, c'est la poule ou l'œuf, mais en tout cas, son point, c'est que tu as eu la mise en place de ces lois. Je peux les donner si les gens ont envie de chercher. Il y a eu loi de la surveillance 2015, loi du secret des affaires 2018, loi Coulon 2018, loi anti-casseurs 2019, loi de sécurité globale 2021, loi sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme 2021, et loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure 2022. Donc c'est peut-être un peu ça son point. Mais tu vois, enfin, j'ai commencé à regarder les lois une par une. Et en fait, enfin, tu sais, je me dis, c'est un peu facile de faire une liste comme ça. Tout n'est pas forcément à jeter dans les lois. Mais néanmoins, tu vois, on voit qu'il y a le recul de quelque chose. C'est-à-dire que les lois, elles ont été mises en place parce que, je sais pas, peut-être il y a la population qui réagit un peu trop au goût du gouvernement, aux inégalités. Peut-être que la population réagit un peu trop face à la décroissance. Peut-être c'est une réaction aux attentats terroristes divers. Peut-être que c'est symptôme d'un monde avec plus de clash culturels. Voilà, sans aller dans le détail des lois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on a l'impression qu'il y a des choses qui se dégradent et qu'on est obligé de mettre ce genre de pansement dessus. Je sais pas si je me fais un peu comprendre. Oui, moi je peux être d'accord avec toi sur le fait que clairement on est dans une société de plus en plus surveillée et que ce soit du point de vue des propos et ou des comportements des gens. Genre j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de lois qui régissent et qui encadrent ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire. Et ça se décline dans plein d'endroits, genre les trucs en diffamation, les trucs en appel à la haine ou autre, les lois qui encadrent les manifestations, etc., etc. Et du coup, oui, tu pourrais peut-être arguer que effectivement la jeunesse d'aujourd'hui est moins libre que la jeunesse d'avant, du fait des réactions gouvernementales liées aux attentats, quoi. Oui, et puis même au-delà de ça, si je le présente de manière très caricaturale, imagine tu as une explosion des inégalités. Imagine tu es en décroissance. Voilà, il y a des gens dans la population qui se sentent lésés. Bah, ces gens-là, ils vont essayer de s'exprimer, ils vont peut-être manifester, ils vont peut-être casser des choses. Ils vont peut-être faire, je sais pas combien il y a eu de week-ends de gilets jaunes de suite. Donc tu vois, tu vas avoir ce genre de réaction. Et après, derrière, bah, le gouvernement réagit en serrant la vis et en disant, je vais paraphraser, mais bah, vous pouvez plus vraiment faire ça, ou alors vous allez vous calmer, quoi. Et donc, tu vois, pour moi, ces lois, ça peut aussi être... Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais tu pourrais dire... En gros, c'est symptomatique d'un système en crise, quoi. T'as une forme de système qui fonctionne mal pour diverses raisons. Et du coup, t'as des éruptions de violence liées à des mauvais fonctionnements du système. Ouais. Et ces éruptions de violence sont matées via la législation ou la police, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je pourrais comprendre si t'as des gens de droite qui disent bah, lui, il a foutu la merde, c'est normal de faire une loi, ils font chier à foutre la merde et tout. Mais est-ce qu'il faut interroger la loi ou est-ce qu'il faut interroger pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin en fait finalement de faire cette loi? On peut dire ok, c'est tout à fait légitime de faire une loi, mais pourquoi il y a eu besoin de faire cette loi? Il y a peut-être une dégradation
aussi des conditions de vie qui fait que ça devient plus compliqué. Ouais. Enfin, voilà, je suis d'accord, je trouve que ça se voit bien dans les manifs écolos et dans la désobéissance civile et les trucs sur les méga bassines de Sainte-Soline, etc. Ouais. Tu sais, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a de plus en plus de citoyens qui font appel à des moyens paralégaux ou supralégaux ou illégaux pour exprimer leur point de vue politique. Ouais. Tu vois. Et en fait, t'es là, mais du coup, pourquoi t'exprimes pas ton point de vue politique par les urnes, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement, et ça rejoint le débat que t'avais eu avec Armel, je crois, Le Cause, sur la participation citoyenne et les modalités de consultation du peuple via des conventions citoyennes ou via des référendums, il y a plein de modalités à faire, il y a plein de réformes potentielles. Enfin, moi, mon interprétation, c'est que on est sur une période de transition / un système en crise lié à l'explosion des inégalités et au réchauffement climatique. Donc, en gros, il y a 2 gros problèmes en cours depuis une 30aine d'années, qui s'accentuent, qu'on n'est pas en train de traiter proprement. Du coup, il y a une partie de la population pas négligeable qui est mécontente de cette situation-là. Et en fait, elle n'arrive pas à exprimer son mécontentement, ou son mécontentement n'arrive pas à se transformer en action politique. Soit parce qu'il y a trop d'abstention, soit parce que certaines catégories sont trop représentées dans les votants, soit parce que on les consulte pas assez. Et du coup, il y a effectivement une éruption de violence qui est plus ou moins mitigée via de la législation et via des violences policières. Ouais. Et c'est vrai que ça, tu pourrais arguer qu'il y a une notion intergénérationnelle là-dedans, parce qu'en gros, les vieux sont les bénéficiaires du système ancien, enfin du système tel qu'il est aujourd'hui. Du coup, eux, ils se droitisent et ils sont bien contents que on mate les jeunes qui, eux, sont les perdants du système actuel et souhaitent le changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une notion politique c'est une forme de combat politique qui se croise avec un combat générationnel. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu dis c'est les vieux qui ont tout le patrimoine, bah eux, c'est les bénéficiaires du système actuel. Donc eux, en fait, ils sont bien contents que ça change pas. Et voir qu'on mate les jeunes, tu vois. Oui, et tout à l'heure, on va voir qui vote, qui est surreprésenté dans la population, et on va en conclure que, en effet, c'est pas les jeunes qui sont surreprésentés dans la population, que ce soit au niveau du nombre et au niveau des votes, et on pourrait aussi le voir sous l'angle que tu donnes, c'est-à-dire que bah oui, si tu as un gouvernement pour les vieux, les vieux sont bien contents que, en gros, les gens qui cassent les couilles, ils se fassent mater. Et que du coup ils arrêtent de faire chier, quoi. Donc on pourrait aussi le voir comme ça, et moi je vais éviter de faire une longue diatribe, mais en fait ces jeunes qui sont stressés par ces attentats, et je pense aussi ça doit être anxiogène de tout le temps parler de religion à la télé et de faire des débats interminables là-dessus. Et Salomé Saké, de la religion, elle en parle à la toute fin du livre, dans une phrase où elle dit « Oui, il y a plein de thèmes que j'aurais aimé aborder, que je n'ai pas eu le temps d'apporter, il y a ça, et il y a la religion. » Donc quand même, elle en parle dans le sens où elle dit qu'elle n'en parle pas, mais qu'elle aurait aimé en parler. Mais ça, je pense que c'est aussi une fracture intergénérationnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je n'ai pas envie de faire une longue diatribe, mais je pense qu'il y a aussi énormément de jeunes, en fait, que juste ça saoule les amis imaginaires, et en fait qui comprennent pas, en fait, et peut-être qu'ils n'arrivent même pas à formaliser leur incompréhension, et j'ai l'impression qu'il y a aussi je sais pas si je vais bien le dire, mais t'as un peu une prise en otage pour moi de la génération des vieux sur ce thème de la religion, parce que moi je me souviens quand j'avais 15 ans et que j'avais des questions de mecs de 15 ans, genre mais pourquoi les gens ils font ça, je comprends pas. Ils font quoi? Pourquoi les gens ils vouent le culte à Poséidon et pourquoi ils sont croyants, pourquoi ouais, ils c'est ça. vont Pourquoi à la est-ce messe, que pourquoi ils vont faire pourquoi la est-ce prière, que on fait des sacrifices à Quetzalcoatl en 2024? Et j'en veux aux vieux, du coup, qui à chaque fois te répondaient « Ah, t'es trop jeune pour comprendre, machin », comme si c'était une espèce d'emprise psychologique.
Et après, tu deviens plus vieux et tu comprends et tu fais bah ok, d'accord. Et je sais pas si vous êtes d'accord. Pour moi, il y a aussi une fracture générationnelle sur ce terme-là, sur ce thème-là, où les jeunes ne comprennent pas et où les vieux ont des théories un peu fumeuses sur ce sujet. Bon, je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Bah moi je suis pas trop, enfin j'ai pas de connaissances là-dessus. Et comme sur tout sujet où j'ai pas de connaissances, je réclamerais des statistiques. Genre est-ce que les vieux sont plus religieux que les jeunes? Est-ce que je suis pas sûr, tu vois. Ça peut être. Comme on n'a pas les données là, de Salomé Saké. Ouais. Bah, ça peut être un truc qui se regarde, mais j'avoue, ça parce que ça m'intéresserait. Je serais très très surpris. Je serais très très surpris si les jeunes sont plus religieux que les. On avait un peu parlé, mais ouais, moi je t'avais répondu qu'en effet, un peu comme Georges, je savais pas trop, et que ta vision était peut-être aussi biaisée du fait qu'on est dans un certain milieu social, nous, où peut-être tu ressens ça, mais que dans d'autres milieux sociaux, et je pense à des milieux sociaux économiques plus bas. Enfin, je pense que c'est encore pire, justement. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est encore pire parce que toi, tu considères qu'il y a emprise et qu'ils font pas par choix. Je pense que c'est encore pire parce que nous, dans notre milieu social, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu discutes avec quelqu'un de notre milieu social, pendant les 30 premières secondes de la discussion, il va faire oui, mais non. Et au bout de 3 minutes, c'est pas long. Il va faire ouais, non, t'as raison. Et les sujets sur lesquels tu as ce genre de réaction, ils se comptent vraiment. Enfin, il y en a un en fait. Personne change d'avis comme ça. Donc sur les gens qui sont de notre milieu social, déjà j'observe ça. Donc déjà c'est quand même problématique. Et je pense que sur les gens qui sont peut-être dans les classes plus populaires, tu sais, c'est des gens où on a tendance à leur dire en fait, votre avis il compte pas parce que vous avez pas de thunes. Vous avez pas les connaissances et voilà. Et je pense que c'est même pire du coup sur ces classes populaires. Je pense que les gens ont peur de dire les choses qu'ils ressentent, peur qu'il y ait des réactions en face du style mais non, c'est débile ce que tu dis, tu comprends rien. Mais voilà. C'est encore une fois sans statistiques, on ne peut pas parler. Mais c'est un sujet qui m'interpelle et je pense qu'il y a une fracture entre les jeunes et les vieux et qu'il y a une prise d'otage des générations, des vieilles générations. Tu veux dire que les vieilles générations prennent en otage les jeunes? Ouais. Bah moi je trouve que c'est une prise d'otage quand t'es jeune et que tu poses des questions là-dessus et qu'on te dit que tu dis de la merde. On te corner quand on te dit. Je trouve que c'est une sorte de. On te corner. C'est pas fair play. Donc voilà, c'était ma longue diatribe dépourvue totalement de statistiques. Mais je serais très très surpris d'avoir tort. Non, mais du coup, tu dis à Salomé Saké, fais un deuxième bouquin en abordant ce sujet, quoi. En gros, c'est un peu ça le. Ouais, ça serait cool. Mais ouais, bah ça serait cool en fait de pouvoir vivre dans un monde où juste on peut parler d'écologie et de comment on va faire pour gérer ce qui va nous arriver sans avoir à faire des sacrifices à Poséidon, quoi. Je pense que tout le monde serait content. Voilà. Donc ensuite, on a la partie sur l'écologie. Donc l'écologie, c'est le gros clivage vieux-jeune. Voilà. Donc si on s'intéresse un petit peu à l'écologie sous la loupe du vote des jeunes, si on le compare au vote des vieux, au premier tour 2022, les plus de 70 ans ont voté Macron avec 41% des voix, contre 20% pour les moins de 24 ans. Déjà, c'est impressionnant, déjà, je trouve. Et pour les législatives, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est 18-24 ans, c'est 42% NUPES, 18% RN et 13% pour Macron. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête un peu, c'est pas mal quand même. Non, j'avoue, j'avais pas en tête. Il y a un témoignage de Samuel, 22 ans, qui, à la lumière de ces statistiques, dit, et je cite, « Ok, en gros, on a compris qu'ils s'en branlent de la merde qu'ils ont foutue, vu que de toute façon, ils seront pas là pour voir les conséquences. » Voilà, Samuel, 22 ans. Mais je pense que... En fait, je pense qu'il y a deux trucs dans la psychologie des gens qui sont plus âgés.
je pense pas que c'est nécessairement une forme d'égoïsme en mode je serai pas là pour voir les conséquences et haha ils sont bien niqués, tu vois. Je pense que c'est un mindset, tu vois, un mode de pensée qui est profondément ancré dans la personnalité et qui est lié parce que en fait genre mine de rien, à part dans les milieux très activistes, tu vois, on peut dire ça fait à peu près 10 ans que le sujet écologique devient majeur et que il y a un peu consensus là-dessus, tu vois. Si je suis conservateur, tu peux dire bon ça fait à peu près 10 ans. Et avant, le consensus préalable, c'était on est dans un monde infini à croissance perpétuelle, on croit en le progrès et à la science et on va globalement s'améliorer si on se fait pas la guerre, quoi. Et en gros, eux, ils ont, enfin, la génération de nos parents, ils ont vécu avec ce consensus-là pendant genre 30, 40, 50, 60 ans. Et du jour au lendemain, on leur dit, bah aujourd'hui, le paradigme il s'est renversé. En fait, le monde il est fini. En fait, faut décroître, faut être sobre et faut gérer les ressources qu'on a versus consommer perpétuellement. Tu vois. Et en fait, je pense que ce changement de paradigme, ils l'ont pas intégré et ils peuvent ne pas en être convaincus. Et du coup, genre quand ils s'en foutent, c'est pas qu'ils veulent niquer leurs prochains ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est juste, je pense qu'ils croient encore vraiment que en fait ce changement de paradigme il est factice et que en fait la croissance ça marche toujours et le technosolutionnisme ça va marcher et on va s'en sortir, tu vois. Il y a trois trucs dans ce que tu dis. Il y a ce que tu dis. Il y a ensuite, je voulais quand même rajouter que je pense que s'ils avaient vraiment skin in the game, je pense qu'il y aurait quand même un petit shift pas négligeable dans le comportement dans les urnes. Ça, c'est le point numéro 2. Donc, 1, ce que tu as dit. 2, le shift dans les urnes s'ils étaient impliqués. Et 3, je pense que tu dois avoir un biais psychologique qui est d'admettre peut-être ce que tu viens de dire. Chez certaines personnes, ça peut faire un peu de mal parce que tu te dis ah c'est peut-être un peu de ma faute, du coup tu prends un peu de responsabilité et en fait t'as pas envie d'admettre le truc et c'est un peu ce que disait Jean Covici sur Christian Gérondeau, là, le mec qui est entre guillemets climato-sceptique. Il disait bah oui je sais pas, les gens qui ont travaillé toute leur vie dans l'automobile, ça les fait un peu chier que tu viennes leur dire ah ouais peut-être en fait c'était pas tout à fait optimal et donc ils ont tendance à se battre contre ce genre d'idée de manière un peu subconsciente. Donc je dirais il y a 3 trucs, quoi. Ce que tu dis, Georges, le subconscient et le fait que s'ils avaient skin in the game un petit peu, s'ils étaient un petit peu impliqués. Mais impliqué, ça veut dire quoi du coup impliqué, du genre, je sais pas, si les humains vivaient jusqu'à 200 ans, comme ça, si c'était le cas, je pense qu'ils s'en foutraient un peu moins. Après, encore une fois, je parle encore totalement sans statistiques, mais mon petit doigt me dit quand même qu'ils en auraient pas à ce point-là rien à foutre. Donc, voilà. Oui, non, mais en fait, ce que tu dis, ce que vous dites, si je réfléchis genre autour de moi, donc on reste, mais il y a les 2 trucs, c'est-à-dire que je vois des gens en effet qui ont plus de 75 ans et qui ont, comme tu dis Georges, vécu toujours avec cette idée que tout était infini et tout, et qu'ils ont profité à fond et qu'ils ont leurs 2 maisons secondaires là-bas, enfin dans le sud et machin et tout. Ça a beau être des gens, tu vois, intelligents, des scientifiques, des machins et tout, et ils acceptent l'idée qu'il y a des preuves scientifiques de la crise climatique chez les plus âgés, tout, c'est ça. Chez les plus âgés, mais ils restent toujours dans leur façon de consommer pareil, dans leur façon de... Ils ont du mal à changer vraiment le paradigme dans leur tête, quoi. Et c'est pas vraiment... Enfin, ça donne pas l'impression d'être de la mauvaise volonté et tout. Mais entre leurs discours et leurs actions, même ceux qui sont pas sceptiques sur le truc, il y a vraiment, enfin, tu sens que juste ils arrivent pas, quoi, ils comprennent pas. Voilà. Et j'ai aussi dans mon entourage des gens, je sais pas si tu peux dire qui ont skin in the game, mais qui ont fait un peu le shift et du coup, en effet, qui ont changé un peu leur façon de voter. Ouais, mais bon, là, on parle sans savoir de quel pourcentage on parle, mais. Non, c'est sûr. Mais bon, malheureusement, c'est une réponse qu'on n'aura pas. On ne peut pas simuler les gens qui vivent jusqu'à 200 ans pour voir comment ils changent leur vote. Donc, en gros, la jeunesse reproche aux plus âgés d'avoir eu la retraite tôt, le fonctionnariat, les 35 heures, le chômage, de s'être endetté, de se faire soigner gratuitement, et maintenant de voter contre ça. Donc, c'est un peu caricatural, mais voilà, c'est l'origine un peu du reproche. Évidemment, le pic du ridicule étant quand ceux qui sont à la retraite disent être pour l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Voilà, ça c'est quand même
On a envie de leur dire merci. Parce que c'était le cas. Hein. Il me semble quand même que... bon, c'est quand même... J'aimerais bien se serrer la main de ce genre de personnes pour les faire... Ah oui, d'accord. Voilà, donc évidemment, on l'a dit, la jeunesse reproche l'épuisement des ressources, la pollution. Et il y a aussi un truc qu'on a oublié, c'est il y a pas mal de gens qui ont sacrifié quand même des années clés de leur jeunesse pendant les années Covid. Voilà, pour protéger globalement les plus vieux. Et donc, tu as un peu aussi ce sentiment, et en plus, on est sympa. Ça, c'est pour la génération Z. Donc ça, on l'oublie aussi. Il y avait... J'avais entendu une phrase d'un podcasteur qui a mal tourné, mais la phrase était bien. Il disait que faut-il penser d'une société qui met les plus âgés devant les plus jeunes, en faisant référence à cet épisode du Covid. Et je trouve ça intéressant. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'il faut penser d'une société qui fait ça c'est une bonne question. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai le truc un peu ancré, vous allez vous moquer, c'est pas grave, que il y a quand même... Enfin, tu sais... Waouh, faut que j'arrive à m'exprimer. J'ai le truc ancré que y a quand même en vieillissant une forme de... Tu vois, enfin, qu'il y a des vieux qui sont un peu plus... qui peuvent être plus sages, qui peuvent transmettre des choses, des expériences, des façons de penser, et qu'il y a un respect qu'on doit à ces personnes-là, à nos anciens, tu vois. Et tu retrouves ça dans plein de cultures très anciennes, tu vois, genre en Chine, enfin voilà. Et donc, je pense que c'est ça qu'on reproduit quand on fait gaffe à nos vieux, c'est qu'on dit, voilà, ils nous ont fait naître, ils ont quand même construit des choses pour nous, enfin pour nous ou pas d'ailleurs, mais ils ont acquis une certaine quantité de savoir, d'expérience qui a de la valeur, quoi, pour la société aussi. Oui, tu vois. Bien sûr. Oui, mais en fait, là, du coup, quand on fait que de les dézinguer, c'est pas totalement que peut-on penser d'une société qui fait ça ? C'est pas qu'une société débile, tu vois, qui fait ça. Genre, je comprends que c'est intéressant de mettre en avant. Et c'est ce qu'elle fait dans son bouquin, et que des fois, peut-être, du coup, en mettant trop les vieux sur un piédestal ou je sais pas quoi, on oublie qu'en fait, les jeunes, ils ont des choses intéressantes à dire et qu'ils ont droit à l'expression et à la parole, et que c'est pas juste des débiles naïfs révolutionnaires juste pour se montrer, tu vois. Mais enfin, faut pas non plus tout jeter. Ouais, non, mais en fait, mais je crois pas que c'est ce qu'elle fait. Hein, mais ouais, c'est ça. C'est pas ce que je dis, mais c'est juste par rapport à la question un peu provoque. Oui, on sait pourquoi on le fait, de protéger les vieux, non, tu vois. Genre, c'est pas. Je suis d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il a mal tourné, le gars, en question. Mais encore une fois, le point, c'est pas qu'il aurait fallu ne pas le faire. Oui, mais bon. Et la phrase est peut-être malheureuse. C'est juste que tu sais, c'est le point de la fin. Pour dire, là c'est la génération Z qui parle, c'est pas nous. C'est-à-dire, et en plus on est sympa. Tu vois. Voilà, c'est le sentiment général. Oui, mais et en plus on est sympa, ouais, ok. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, les générations d'avant, c'était pas qu'ils étaient pas sympas, tu vois. Mais non. Donc... Et Georges, t'avais l'air vénère, toi. Non, je suis pas vénère. Non, mais oui. Non, mais en gros, enfin, bref, je trouve la phrase malvenue parce que il y a un côté un risque de décès, l'autre un risque de ne pas aller à la piscine pendant 1 an, tu vois. Genre, et je trouve que l'un est quand même plus hardcore que l'autre, tu vois. Donc oui, attention, je trouve. Attention, parce que justement, elle dit sur Doctolib, le volume de consultation avec un psychiatre par les 18-24 non, ans mais c'est sûr, il y a de 50%. Voilà. Non, mais oui, il y a eu des effets sur la sociabilisation. Les jeunes sont plus isolés parce que pendant 1 an, ils n'ont pas eu de contacts sociaux. Il y a effectivement des impacts psychologiques, c'est sûr. Mais juste genre le risque d'un côté versus l'autre. Et sans commune mesure, tu vois, en tenant en compte les impacts de l'enfermement et du manque de relations humaines, tu vois. Donc, enfin, je maintiens que genre. Ouais, non, non, mais je trouve, non, mais je trouve que ça se débat quand même. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, faut voir combien de personnes âgées seraient mortes, parce qu'on parle pas d'un génocide de tout le monde, déjà de 1.
Et de deux, ça se débat. Enfin, moi, je peux te dire quand même, après avoir après avoir fait 2 ans de prépa, si quand je suis en école d'ingé, pendant les 2 premières années, on me dit tu vas rester enfermé chez toi, je peux te dire que je le vis pas bien du tout. Non, vraiment là, je le vis pas bien du tout. Et là, j'ai 35 ans. Et à 35 ans, je continuerai à te dire que je le vis pas bien. Donc, mais tu le vis pas bien, mais encore une fois, déjà les décès potentiels, tu peux les projeter. Tu sais, en gros, t'as le facteur multiplicatif si on laisse les gens circuler. Ah oui, tu savais le R, il était de combien. Je pense qu'on peut le faire. Et tu connais les pourcentages de décès par tranche d'âge. Donc tu peux estimer les dizaines de milliers, voire centaines de milliers de cadavres que t'aurais généré si t'aurais fait ça. Et donc bref, on peut agree to disagree. Mais je maintiens que la bifle d'un côté est sans commune mesure versus l'enfermement de 1 an où t'es pas content. Tu vois. Ouais, non, mais on peut agree to disagree. Enfin, je trouve que on pourrait, ils auraient pu être, enfin, c'est pas nous du coup, mais ils auraient pu être pas sympas et faire, vous êtes pas sympa avec nous, on n'est pas sympa avec vous. Enfin, ça aurait pu se passer comme ça. Enfin, ça aurait pu. Et oui, et j'avoue, là, peut-être je te rejoins. Enfin, là, moi, je suis pas dans le jugement moral. Je dis juste que ça aurait pu se passer comme ça, et ça s'est pas passé comme ça. Et ils sont plutôt sortis la tête haute de ce truc-là, les Gen Z. Et je trouve que c'est bien de le saluer plutôt que de dire ouais, c'est normal vos gueules, tu vois. Non, mais effectivement, enfin, moi, ce que je retiens de ce truc-là, c'est plus que de dire il y a des efforts à faire. En gros, on est face à une situation qui est inédite, qui est de dire, tu sais, sur cette histoire d'inégalité et sur cette histoire d'écologie, qui est inédite, et que du coup, ça réclame des efforts à faire, des efforts importants à faire au niveau de ta population. Tu vois. Et du coup, la question, c'est qui est prêt à faire cet effort et comment tu répartis l'effort, en gros. Si tu es d'accord sur le fait qu'il y a un problème d'inégalité, il y a un problème de réchauffement climatique, qu'il faut moins produire, moins polluer, etc., ça, tu en déduis nécessairement une forme de stagnation économique, voire de décroissance. Mais justement, du coup, ils sont pas d'accord. Ouais, voilà, je suis d'accord. Mais du coup, si nous, ensemble, on est d'accord sur cet état de fait, et là, il y a un débat de, il y a un effort à faire collectif, comment on répartit l'effort et qui va faire l'effort. Et là, je trouve le débat qu'on a, ça permet d'accentuer sur le fait de dire que oui, il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire des efforts, certaines catégories de population qui sont prêtes à faire des efforts et d'autres non. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un clash générationnel. Oui, je vois ton point, d'accord. Et ça permet de faire la transition justement parce que pour dire que non, tout le monde n'est pas d'accord justement parce que et donne des chiffres. Pour 63% des jeunes, les activités humaines sont l'unique ou principale cause du réchauffement climatique, mais c'est le cas pour seulement 35% des gens qui ont plus de 60 ans. Je me rendais pas compte ça. J'avoue, j'ai posé le livre, j'ai fait Jesus Christ. Ouais, tu vois, c'est là où on rejoint notre débat sur ce qu'on a dit, c'est sur les 3 raisons de l'aveuglement. C'est que il y a des gens, il y a une proportion des personnes âgées qui juste refusent de savoir et qui juste par égoïsme et par paresse intellectuelle et paresse physique, juste en fait ils veulent pas changer leur niveau de confort, ils veulent pas faire des efforts. Et ça, pour le coup, genre, tu sais, on dit, il faut pas pointer du doigt les générations, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis là, genre, quand des catégories de population ont un comportement que je considère néfaste pour la collectivité ou égoïste, il est de mon droit de le pointer du doigt, tu vois. Ouais, non, mais... Après, je vais pas lancer une fatwa, tu vois, mais contrairement au, bref. Mais par contre, genre, je suis pour qu'on stigmatise un peu les yeuves qui cassent les couilles sur le fait que la croissance va se perpétuer et que, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment mal à la couille gauche, quoi, quand t'écoutes CNews et qu'ils sont en train de dire non, mais certains scientifiques ne sont pas d'accord. Arrêtez avec votre religion de l'écologie. Peut-être on peut polluer encore un petit peu avant de tous mourir. Et en fait, je sais pas, ça me donne le tournis, quoi, tellement c'est stupide. Et tu sais, des fois, il y a Elisabeth Lévy qui intervient sur ce sujet. Et j'ai envie de me frictionner les tétons avec du papier abrasif. Vraiment, c'est insupportable. Vraiment, Et tu sais, j'éteins la télé et après, pendant 1 heure, ça me lance, tu vois. Je suis putain, pourquoi j'ai regardé ça?
Et bref. Ouais, bah moi je suis d'accord et je trouve que ça rejoint aussi un débat sur, tu sais, la sagesse versus la virulence. Enfin, je trouve que c'est assez facile de stigmatiser des gens qui sont virulents. Enfin, pardon, je vais reformuler. Je trouve que genre l'état du monde aujourd'hui, ou en tout cas de la société en France, est préoccupant sur certains aspects. Et du coup, je trouve que c'est normal qu'il y ait certaines personnes activistes ou jeunes qui ont des propos un peu virulents et des comportements un peu illégaux. Et en fait, je trouve que c'est facile quand t'es dominant et quand t'es bénéficiaire du système de prôner la non-violence, de prôner le respect des lois, de prôner le calme et la bonne intelligence. C'est facile quand t'es dominant et quand t'es confortable. Et aussi, je trouve que c'est une arme pour un peu discréditer et pour un peu oui, effectivement discréditer des positions qui peuvent par ailleurs être légitimes, mais juste tu dis en gros il est violent, il est illégal, du coup c'est scandaleux, tu vois, c'est pas républicain. Et je trouve que c'est aussi on pourrait analyser les formes tu sais, un système où une catégorie de population, quand elle est en danger, elle se défend par différents moyens. Et je trouve que l'un des moyens de défense du système actuel, qui est capitaliste, écocide, quoi, c'est de discréditer et d'appeler au calme et à la bonne intelligence et à l'écoute mutuelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis je te rejoins complètement. Et en plus, là, avec Emmanuel Macron, c'est ultra caricatural parce que, bon, si je caricature et que je dis c'est pas vrai, mais qu'on a qu'une élection tous les 5 ans, du coup, je parle de l'élection présidentielle. Le cas de Macron, en plus, il est un peu caricatural parce que tu sais, on avait vu que une très 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 grande partie de sa campagne avait été financée par les plus riches et par les dons des plus riches. Et donc, tu sais, ça fait un petit peu oui, on a choisi notre protagoniste, on l'a mis là, vous votez pour lui ou pour Jean-Michel. Enfin, t'es coincé, quoi. Et tu sais, t'as pas 30 ans à attendre qu'il se passe quelque chose et que les riches ils décident de pas mettre leur candidat à l'élection présidentielle après, tu as plusieurs manières tu peux donner de l'argent, tu peux le faire apparaître dans les médias, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, on n'a pas 30 ans à attendre que ça se mette en place doucement. Que le système évolue naturellement. Ouais. Et peut-être qu'il évoluera jamais, le système. En plus, on ne sait pas. On n'en sait rien. Donc, je trouve, c'est ce que tu dis, Georges, c'est facile quand tu es dominant de dire ne soyez pas violents faites zéro désobéissance civile et ça va bien se passer. Et dans 5 ans, ce sera un autre mec qu'on aura choisi et puis vous voterez pour lui et ça sera très bien. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu mal au cœur, quoi. Bref, fracture générationnelle aussi qui se voit au niveau de la baisse de la natalité. En 2023, on a 678 000 bébés qui sont nés. Et selon l'INSEE, c'est le nombre de naissances le plus faible après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est quand même important. Et elle a recueilli quelques témoignages où t'as quand même beaucoup de gens qui disent moi j'ai pas envie de faire des enfants dans un monde qui leur réserve un avenir incertain. Voilà. On peut parler de l'inaction politique, c'est toujours sur le thème de l'écologie. Elle nous rappelle que Macron avait dit « Make our planet great again » en 2017, à l'annonce de la sortie des US de l'accord de Paris. Voilà, donc c'est très drôle. Et elle rappelle aussi plein de faits d'armes du gouvernement qu'on pourra citer, ça fait pas de mal. Donc il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, avec 150 personnes tirées au hasard, et avec l'immense majorité des mesures qui ont été complètement détricotées. La loi climat de 2021 qui ne permet pas d'effectuer plus de 10% de ce qu'il faudrait faire d'ici à 2023. La France serait le seul pays de l'UE à ne pas avoir atteint ses investissements en ENR. La France qui a revu à la baisse... Ça veut dire quoi, ça, l'investissement en ENR ? Énergie renouvelable. Ok.
Énergie non renouvelable, bah non du coup. Énergie renouvelable. La France qui a revu à la baisse, la baisse de ses émissions 2019-2023. Donc on est passé de 2,3% de baisse à 1,5% de baisse. Et enfin, elle cite les milliards d'euros d'argent public qui ont été attribués à des industries polluantes sans contrepartie, notamment le modèle agro-industriel polluant avec élevage intensif, rétropédalage sur le glyphosate, 4 milliards pour le sauvetage d'Air France en sortie Covid, sans contrepartie sociale ou environnementale, 8 milliards à l'industrie automobile en sortie Covid, réforme chômage, répression des activités, des actions écologiques. Voilà. Et du coup, là, ces sauvetages et tout, c'est justifié... Enfin, tu vois, je veux dire, socialement, économiquement, pour des... Parce que, je veux dire, ça permet de garder des emplois qui, sinon, auraient été... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quand même un bénéfice à ces sauvetages qu'on peut valoir oui. Mais ce qu'elle dit, c'est que s'il n'y a pas de... Ils auraient pu faire un truc un peu sous condition pour prendre en compte soit des trucs environnementaux, soit d'autres trucs sociaux. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas choquant dans le sens où c'est business as usual. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin d'une rupture. Ouais, ils n'ont pas profité de la crise pour changer de façon de faire. Il n'y a rien. Et tu vois, et même les sauvetages sont pas. C'est ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle dit pas de bêtises. Ils sont pas accompagnés d'une contrepartie sociale, environnementale, typiquement. Voilà. Oui, c'est ça. Donc il n'y a même pas un petit effort. Voilà. Mais je veux dire, c'est business as usual, donc il y a plein de gens qui vont te dire c'est normal de les avoir sauvés et tout, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais le tableau total, il n'y a pas de cassure en gros. Quoi. Enfin, c'est juste, ça monte pas un virage, quoi. Voilà. Et on peut finir avec le discours Covid de Emmanuel Macron. C'est le 12 mars 2020. Alors c'est long, mais je vais le lire quand même parce que c'est très très drôle du point de vue de 2024. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens, je les assumerai. Là, il faut qu'on rigole ou pas ? J'avais prévu de mettre un silence. Voilà, ce n'est pas un problème technique, c'est juste un silence. Sois jeune et lève-toi, mais pas trop. Dernier chapitre. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut parler de l'abstention des jeunes. Et je ne sais pas si vous avez, comme ça, du tac au tac, quelques causes qui pourraient expliquer l'abstention des jeunes. Déjà, comme ça, sans vraiment... Des causes qui donnent eux-mêmes, du coup ? À froid. Ils ne sont pas renseignés. Ouais, il y en a beaucoup qui disent ça, ouais. Il y a d'autres causes ? Il y en a plein. Ils ne se trouvent pas représentés. Ouais, par exemple. Ils ont la flemme. Ils pensent que ça va rien changer. Ouais. Ils pensent que c'est tous des connards. Il y a ça, ouais. Ouais, j'avoue. Enfin, c'est paraphrasé, mais voilà. Ouais. Je peux vous aider, ouais. Il y a en gros, oui, il y a une abstention un peu naturelle. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu n'as pas d'opinion claire et formée. C'est plus quelque chose qui arrive plus tard. Donc ça, ça mène à de l'abstention naturelle, entre guillemets. Il y a une incompréhension des institutions. Et il y a une forte corrélation apparemment entre compréhension et vote. Donc ça, c'est vraiment un truc avéré. Donc quand tu ne sais pas pourquoi tu votes, donc typiquement pour les législatives, en gros, tu ne votes pas. Typiquement, il y a 82% d'abstention lors des élections régionales. Alors, je ne suis même pas sûr de bien savoir ce que c'est les élections régionales. Donc voilà. J'avoue, j'étais en train de réfléchir. J'assume complètement que, ouais, tu vois, voilà. Tu as un rejet de la politique. Elle dit trop de scandales. Trop de vieux en politique, donc c'est ce que tu disais, ne se sentent pas représentés. Besoin d'un renouveau démocratique. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a qui trouvent que c'est nul quoi, de voter tous les 5 ans entre deux gars que tu n'as pas choisi. Scrutin majoritaire, souvent désigné comme injuste. Donc ça, on en a parlé 14 000 fois
de pouvoir voter que pour un gars et de devoir faire du vote utile et de pas pouvoir voter pour vraiment celui que tu as envie parce que ça te pénalise, c'est vraiment complètement con. Et donc là, Salomé, si par hasard tu nous écoutes, puisque tu as accès au projecteur, insiste là-dessus, s'il te plaît. Sur le changement du système de vote. Arrête de voter comme des débiles pour 2 gars tous les 5 ans parce que ça va pas le faire. Et ensuite, elle nous dit, et je cite, elle dit vraiment ça, l'argument qui plie le game. L'argument qui plie le game, c'est la démographie. C'est-à-dire que même si tu voulais, tu pourrais pas te révolter contre les vieux. Parce que 18-29 ans, c'est 13% de la population. Alors que plus de 60 ans, c'est 26,7%. Et en plus, si c'était pas suffisant, on l'a dit, du coup, il y a 40% d'abstention en 2022 au premier tour pour les moins de 34 ans. 34 ans. 40% d'abstention pour les moins de 34 ans, contre 12% pour les 60-69 ans d'abstention au premier tour. C'est colossal. Voilà. Ouais, c'est chaud. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ils sont pas beaucoup, ils votent pas beaucoup, donc les politiques s'en foutent, donc ils votent pas, qui votent encore moins, donc les politiques s'en foutent encore plus. Et en gros, ça fait une sorte de cercle pas du tout vertueux. Je sais pas si vous aviez ça en tête, mais c'est très intéressant, je trouve. Ouais, non, moi je pense que j'avais pas en tête ça. Ouais. Enfin, à quel point il y avait une différence en termes de nombre et puis en termes d'abstention aussi, quoi. Ouais. Mais tu vois, je trouve que ça rejoint le débat aussi sur le vote obligatoire, quoi. En fait, si tu rends le vote obligatoire, ça rééquilibre partiellement cette histoire de sous-représentation et sur-représentation de certaines catégories de population dans l'électorat, quoi. Enfin, dans le vote. Le vote obligatoire et l'interdiction du vote au-delà d'un certain âge. C'était moi qui ai dit cette connerie. Oui, je pense. Et je suis hyper drôle. J'en dis des trucs fascinants. Interdiction du vote au-delà d'un certain âge. Et oui, il y avait un truc aussi que j'ai pas dit, mais aussi quand on est jeune, on a tendance à beaucoup bouger. Et on a plein d'activités. Et donc, souvent, le week-end où il faut voter, on va être pris. Mais même au-delà de ça, vous savez, on va pas être forcément habité dans la commune où le vote, où on s'est inscrit pour voter. Et du coup, c'est relou. Et machin. Alors que quand t'es plus vieux, t'es bien installé chez toi. Voilà, ça fait 60 ans que tu votes. T'as compris comment il fallait faire. Tout ça, ça contribue aussi à réduire. Mais tu vois, c'est la même chose. Genre, vote en ligne, quoi. Bordel, putain. Ouais. Non, mais de toute façon, t'as raison. C'est sûr que. Non, mais le truc, c'est, je sais qu'on est d'accord là-dessus et t'expliques les mécanismes qui sont à l'œuvre actuellement. Mais moi, j'étais pas d'accord avant pour le vote obligatoire et ça m'a convaincu quand on a fait Ethics in the Real World. On en a parlé. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais oui. Non, mais en fait, le combo vote obligatoire, vote en ligne, genre, je comprends pas. Juste, j'ai toujours pas compris pourquoi on le fait pas. À part genre on veut pas se pénaliser, à part genre les dirigeants veulent pas se pénaliser et sucent les vieux. Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça. Genre, pourquoi est-ce que tu ferais si toute ta politique elle est axée sur les vieux, je prends un exemple ultra caricatural, mais voilà, on a compris. Si toute ta politique elle est axée que mais tu vois, je trouve ça ouf que personne n'en parle dans le débat public, quoi. Genre c'est quand même scandaleux, quoi. Tu sais, genre tous les 5 ans, c'est toujours le même cinéma, genre oui, le cancer de l'abstention, oui, le désengagement des Français à l'égard de machin. Genre alors qu'on a 2 solutions super simples et juste on va se masturber pendant des heures sur oui, les causes du désengagement et tout, mais genre juste genre je paye mes impôts en ligne, j'ai ma banque en ligne, genre pourquoi je vote pas en ligne, quoi, genre juste. Ouais. Et aussi et également pourquoi ça pourrait être obligatoire, tu vois, comme dans d'autres pays, je crois, en Australie. Oui, mais bon, un truc c'est que des fois ils jouent un peu la comédie. Je suis désolé, ça n'a aucun rapport, mais l'autre jour sur BFM, ils jouaient la comédie pendant toute la journée sur on peut pas taxer les riches parce que sinon ils vont partir. Et tu sais, personne ne dit en fait tu fais juste un impôt défensif, en fait, c'est juste si tu te casses, tu payes la différence à la France. Et ils disent là, oui, comment on va faire et tout, c'est une équation insolvable et tout, et donc vraiment c'est bon, la comédie. Donc là, ça c'est de la comédie pour le truc du vote aussi.
Donc voilà, et donc très rapidement, qu'est-ce qu'ils font les jeunes pour s'engager autrement que par le vote? Ils font des manifs, ils font des choses sur Internet. Elle parle du Z-Event, qui n'a rien à voir avec Éric Zemmour, mais c'est des streamers qui récoltent des dons. Donc je sais pas, c'est des streamers, ils se sont dit ouais, on va faire le Z-Event, et juste ils récoltent des millions d'euros pour Action contre la faim ou Amnesty International. Voilà, genre en gros il y a des milliards de filets de moustiques. Les jeunes, ils consomment éthique et responsable, ils donnent de leur temps, ils ont une demande de sens au travail. Voilà, bon, bref. Au-delà du vote, Salomé nous explique que les jeunes essaient de faire des trucs à côté. En conclusion, je vous laisse avec les mots de Anna, 17 ans. 17 ans, c'est très très jeune. Je suis fatiguée, je suis terrifiée, je suis furieuse. À ceux qui liront ceci, à ceux qui peuvent faire quelque chose, je vous en prie, agissez. Voilà. Sympa. Voilà. Donc, Salomé nous dit il faut dépasser cette guerre de génération. Il y a des vieux qui ne soutiennent pas la destruction de la planète, donc ça ne sert à rien de généraliser. Et on ne pourra pas attendre que la nouvelle génération soit aux manettes. Il faut donc que ceux qui sont au pouvoir maintenant s'y mettent maintenant. Ça n'est pas une utopie. C'est une nécessité, c'est une question de vie ou de mort. Elle nous dit les plus âgés sont responsables, mais pas coupables du délabrement de la planète. C'est trop facile d'être moralisateur quand, à l'époque, il y avait tous les lobbies qui diffusaient le doute, la désinformation. On aurait été comme eux à leur place. C'est bien d'avoir un peu de compassion. On aurait été à leur place, on aurait fait pareil. Voilà. Donc, c'est un appel à l'aide. Elisabeth Lévy à l'aide. Et elle dit, pour finir, c'est à la fois une tragédie et une chance pour cette génération d'être celle qui disparaîtra ou sauvera le monde. Voilà, qu'est-ce qu'on rigole avec cet épisode. On s'amuse bien. À chaque fois, c'est très gai. C'est un peu crève-cœur. Hein, voilà, mais voilà, les mots de Anna, 17 ans, voilà, qui vont nous en plus nous on fait genre, mais on est plus trop jeune, hein. On est plus tout jeune. Ouais, j'avoue, on fait semblant, mais on fait semblant d'être dans la team, tu vois. On sait qu'on n'est pas trop. Non, mais on fait semblant, mais parce que si un jour ça part en couille et il y a les jeunes qui commencent à chercher les coupables, je pense qu'il faut faire semblant d'être. Ouais, nous, on aura ce podcast pour certifier. Ouais, on dira, regardez. Les gars, c'est bon, on a diffusé la parole. Ils seront là avec des fourches, tu vois. Genre, ils attaqueront le portail de notre demeure, tu vois. Et nous sommes là, mais non, regardez. rentrez. Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé mais nous, est-ce qu'on commence pas à être dans les gens qui peuvent un peu faire bouger les trucs? Si, mais je pense que ça commence à être tard. Parce que là, nous, on est un peu tard. On n'est pas assez haut niveau dans les fonctions hiérarchiques pour tout changer. Je pense que ça reste un peu tard, ouais. Ça reste un peu tard. Mais bon, on verra. Voilà. J'ai oublié le titre du livre. Sois jeune et tais-toi. Sois jeune et tais-toi. On en a pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai l'impression qu'il s'est très bien vendu. Je ne sais pas d'où je sors cette info, mais je l'ai vu dans beaucoup de tops. C'est une info qui ne sert totalement à rien. Mais j'ai l'impression que ça a très bien marché. Mais chez quelle tranche de population, du coup? Non, je pense que vous avez kiffé. Non, moi j'ai kiffé. J'aime bien je trouve que c'est un sujet qui était rarement quand même abordé. De vraiment d'essayer de distinguer la génération actuelle de la génération de nos parents de manière statistique et un peu factuelle. Non, mais je trouve ça intéressant. Et effectivement, je trouve que ça fait écho à une forme de souffrance que plein de jeunes ont, que moi j'ai pas eu à titre personnel, déjà parce que je suis plus tout jeune et puis il se trouve que je l'ai pas eu. Mais je trouve que c'est... Parce que, je suis plus tout jeune. Et deux, je l'ai pas eu. Non, mais tu vois. Non, mais par contre, je trouve que... Non, mais je pense que... je pense que quand tu souffres et quand tu te sens sous-représenté, et quand tu te sens un peu oppressé et quand tu te retrouves pas dans des propos, etc., que tu observes, c'est cool de se sentir représenté par quelqu'un qui est un peu ton porte-voix, et du coup je pense qu'elle fait ça pour un certain nombre de jeunes, et du coup je trouve ça bien, tu vois. Oui, mais oui, c'est ça, et je pense que elle se sent un peu le porte-parole
des jeunes parce que je pense que c'est une des rares jeunes à avoir accès, entre guillemets, au projecteur. Et je pense qu'ils sont un peu investis d'une mission. Ouais, et aussi, il faut lui reconnaître une forme de talent rhétorique, dans le sens où je l'ai vu plein de fois, elle se fait lyncher sur Internet, tu vois. Après, le truc, c'est que tout le monde se fait lyncher sur Internet, mais du coup, elle aussi. Genre, elle garde son calme, enfin, elle a jamais répondu de manière non constructive à qui que ce soit. Et même, je l'ai vu plein de fois sur des plateaux avec des interlocuteurs qui étaient clairement soit intellectuellement malhonnêtes, soit intellectuellement inférieurs, on va dire. Et genre, elle a toujours été constructive dans ses propos, même quand elle se faisait couper la parole, même quand les gens faisaient user de procédés qui étaient pas cool, tu vois. Et du coup, genre, il faut lui reconnaître une forme de talent là-dessus. Moi, à sa place, j'aurais été beaucoup moins stylé, tu vois. Genre... non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et du coup, j'aurais donné raison à mes interlocuteurs tocards, tu vois. Alors que elle est très forte là-dessus. Ouais. Qui est que elle garde son professionnalisme et c'est une forme d'intelligence qui fait qu'elle donne pas raison aux bolos d'en face, tu vois. Et je voulais ajouter juste, du coup, que le sujet est intéressant et en effet peu abordé et fait écho. Moi, je bosse c'est un endroit qui forme des jeunes, donc finalement, je suis au contact avec ces jeunes, même si je suis plus si jeune. Et non, mais par rapport à ce que tu disais sur le fait leur façon de s'engager aussi, c'est que quand même, c'est des sujets qui reviennent. Donc c'est une formation d'ingénieur, moi, dans laquelle je suis scientifique et tout. Et en fait, ils se bougent, ils font remonter les trucs. Il y a quelques années, là où je suis, c'est des élèves qui étaient allés dire non mais à la direction, non mais en fait, on parle pas du tout d'écologie, de transition, de machin écologique dans notre formation d'ingénieur, mais on a besoin, quoi. Enfin, en fait, genre, c'est un énorme trou dans notre formation parce qu'en fait, c'est des sujets qui vont être importants, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Et puis sur d'autres sujets sociétaux et tout aussi, ils se bougent vraiment. Et en fait, les changements dans les formations, je le vois aussi à d'autres niveaux, université, machin, ça vient en fait au départ beaucoup des jeunes qui, alors je pense qu'il y en a plein qui diraient que c'est pas suffisamment entendu et tout, mais ils sont quand même un peu entendus et ça commence à diffuser vers les entreprises qui veulent recruter du coup ces jeunes-là et qui se prennent des fois des taquets en mode qu'est-ce que vous j'ai quoi, vous faites quoi sur tel sujet, vous faites quoi sur le sujet écologique, sur les sujets sociaux, sociétaux et tout. Ouais, ça me fait un peu chier parce qu'en tant que millénial, en fait, j'ai envie de me foutre de leur gueule. Mais ils sont globalement beaucoup plus matures que nous, donc j'ai du mal à trouver des sujets sur lesquels. Non, mais il y a des fois où c'est maladroit. Tu vois, on va trouver. Mais, non, mais tu peux te foutre de leur gueule parce que des fois, évidemment, c'est maladroit ou c'est pas assez subtil ou ils ont pas toute la vision et tout. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment, quelque part, on s'en fout si in fine, ça fait bouger les choses. Tu vois. Mais moi, je suis quand même surpris par. Je trouve qu'ils sont plus matures que nous, quand même. Ouais, j'ai le sentiment aussi, ouais. J'ai un peu le seum, du coup. Mais... je sais pas s'ils sont plus matures, mais ils sont plus idéalistes, quoi. Mais par contre, ils ont moins de pouvoir de négociation. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, genre, en fait, l'impact que t'as sur le monde, il est très tributaire de ton pouvoir de négo, tu vois. Et de ton pouvoir de nuisance, tu vois. Et en fait, les jeunes, ils ont un pouvoir de négo et un pouvoir de nuisance faible. Du coup, on s'en tamponne un peu de ce qu'ils racontent, quoi. Mais même, moi, je me rends pas compte, mais. C'était ma conclusion. Mais toi, tu penses même au niveau des recrutements. Parce qu'en fait, nous, même, tu vois, ils ont quand même un petit pouvoir parce que les entreprises, ils galèrent dans les domaines. Donc, moi, je parle plutôt ingé, quoi. Ingénieur. Pourquoi personne ne veut venir ? Ils ont quand même vachement du mal, mais quel que soit leur domaine d'application, quoi. Et du coup, ils commencent un peu à arriver avec la queue entre les jambes en mode dites-nous comment on fait pour vous attirer, quoi. Enfin, il y a un peu cette vibe qui commence à arriver, donc du coup, le chômage, ça se renverse. Faire pression. Enfin, je sais pas si ça se renverse. C'est que là du feeling dont je parle. J'ai aucun chiffre et tout. Mais toi, tu penses, en fait, ça dépend des filières, toi. Et encore une fois, quand le chômage il augmente, du coup, les jeunes, ils ont plus de pouvoir de négo, tu vois. Ouais. Et effectivement, dans les filières super tendues, là, les jeunes, ils ont un peu plus de pouvoir. En fait, c'est au cas par cas, tu vois. Mais globalement, quand t'es jeune, ton pouvoir de négo et ton pouvoir de nuisance, il est faible. Tu vois, il y a qu'à voir avec les agriculteurs, tu vois. Les agriculteurs,
Ils foutent des camions et direct, ils se font sucer par Attal, tu vois. Et bref. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, de voir ça, c'est plus le sujet d'un peut-être un autre bouquin ou un autre débat, genre, comment tu peux faire en tant que minorité ou pour impacter une forme de système, tu vois. Et je pense que les jeunes, par exemple, ils ont le pouvoir médiatique. Ça peut être un de leurs leviers. Ils ont du temps, en général, plus de temps que les adultes. Ça peut être un de leurs leviers. Ils ont un peu de la vigueur, ils peuvent casser des trucs plus que les vieux. Ça peut être un levier. Et effectivement, sur le recrutement, ça peut être un levier sur les secteurs tendus. Tu vois. Mais en fait, je pense qu'à chaque âge ou à chaque situation, tu as des leviers différents que tu peux. Mais globalement, les jeunes, ils ont pas trop de leviers, quoi. Ils sont faibles, quoi, l'impact de leur levier. Ouais. Et ben, c'était la plus grande conclusion en termes de longueur de l'histoire de l'histoire de ce podcast. Ben, merci. Merci. Ciao. Vous voyez qui c'est le roi Enoch? Non. Mais putain, mais Clem, elle est pas cultivée, elle me vénère. Grave. C'est un rappeur québécois qui est trop stylé. Ok. Jeune rappeur québécois, Tintin. Okay. Et en gros, il y a un documentaire sur lui qui a été fait par Kurt Rajmé il y a super longtemps, qui s'appelle Les mathématiques du roi Enoch, où genre tu suis le roi dans son quotidien, tu vois. Okay. Et genre il y a une scène, il le filme dans il se rend à l'hôpital, tu vois. Et il est là, il parle à la caméra, là on va voir mon gars sûr qui Kinimod, t'entends. Il est là genre oui, c'est un grand du Québec, machin, je sais pas quoi. Il a acheté sa première berline de luxe et il vient de faire un accident, on va le voir et tout. Et là, t'as Kinimod, il est sur le lit comme ça. Tu sais, genre, en gros, je sais pas, il a dû se cracher en truc et genre, il s'est pété la moelle épinière. Enfin, il est handicapax, tu vois. Ah merde. Et là, il est là, genre, je dois t'avouer que je peux guère niquer. Mais je m'en... Oh my God. Mais je m'en fous. Ta meuf me kiffe, t'entends? Kinimod. Et genre, il est toujours en train de fanfaronner en mode genre, je peux guère niquer, mais ta meuf me kiffe. Alors qu'il est genre. Guère niquer.